J'y ai eu une relation amoureuse au lycée, ma petite amie était la meilleure élève de la classe. À cause de cela, j'y ai subi la haine de nombreux camarades et de tous les professeurs qui disaient que je freinais ma petite amie. Le professeur principal m'a souvent pris à part pour discuter, allant jusqu'à dépenser de l'argent pour m'emmener manger des collations nocturnes, me parlant de ses propres réflexions sur la vie résumée en une phrase: si tu l'aimes, tu dois vouloir son bien. À cet âge, la séparation est ce qu'il y a de mieux pour elle. Je pouvais sentir la solennité dans les paroles du professeur principal. Je suis rentré et ai proposé de rompre, elle n'a pas accepté. La semaine suivante, à l'école, le professeur principal a réorganisé les places. J'y ai été placé au dernier rang tandis que ma petite amie était assise au premier. Pire encore, son voisin de table n'était autre que mon rival amoureux de notoriété publique. Il avait de très bons résultats juste après ma petite amie dans la classe et aux yeux de beaucoup, il formait en effet un couple plus assorti. Sans surprise, il courtisait ouvertement ma petite amie avec le consentement tacite des camarades de classe et le soutien discret des enseignants. Et voilà, le professeur principal a directement favorisé leur union. Tous les enseignants semblaient s'être donné le mot, tantôt il les faisait travailler ensemble sur le tableau noir, tantôt il les envoyait ensemble à des réunions. Même pour le gala du Nouvel An, le professeur de musique leur a ouvert une porte dérobée leur permettant de chanter en duo Love in the Hat de Wang Leom comme clou du spectacle. Pendant les préparatifs, ils devaient passer chaque midi et soir de longues heures à répéter seuls dans la salle de danse pour concevoir leur mouvement. Après le Nouvel An, tous les deux sont devenus célèbres dans l'école, reconnus comme le couple officiel par tous. Je ne sais pas si ma petite amie ne comprenait vraiment pas ou si elle faisait semblant, elle ne voyait aucun de ces changements. Chaque jour, j'y étais comme un mort vivant, comme un clown sous les projecteurs, entrant en classe la tête basse, rongée par la honte. Le plus ridicule, c'est que ce rival avait le même anniversaire que moi et je ne le savais pas. Le jour de mon anniversaire, après les cours du soir, le chef de classe a demandé à tout le monde de rester. Puis un camarade a éteint la lumière et tous ont spontanément entonné un joyeux anniversaire. Mes larmes ont jailli d'un coup, mes joues brûlaient, chaque parcelle de ma peau semblait traversée par une douce chaleur. Mais lorsque la lumière s'est rallumée, tous les regards n'étaient pas tournés vers moi, toutes les voix ne me célébraient pas. Mes larmes brûlantes se sont instantanément glacées de gêne. Après m'être retiré en silence, les rires et les joies de l'intérieur me poursuivirent encore très loin. À partir de ce moment, j'y ai commencé à vraiment me sentir inférieur, à m'éloigner des autres, à ne plus aimer parler, à détester à l'école, à craindre la foule. Je séchais les cours, j'y errais, je disparaissais, j'y abandonnais tout espoir en moi-même. Ma petite amie a tenté à plusieurs reprises de me retrouver, m'appelant sans cesse et m'envoyant des messages longs et nombreux. Elle a dit avoir remarqué mon comportement étrange mais ne savait pas pourquoi j'y étais devenu comme ça. Mon Dieu, elle ne savait même pas pourquoi j'y étais devenu ainsi. Une immense sensation de solitude m'a envahi, me donnant l'impression que ce monde n'avait plus rien à voir avec moi. Ce n'est qu'une semaine plus tard que ma mère m'a retrouvé. En la voyant, j'y ai eu mal pour elle. Elle devait être épuisée ces derniers jours, les cheveux en bataille et gras, de grosses cernes sous les yeux, la voix rauque. Le professeur principal, comme s'il avait enfin trouvé une prise contre moi, a déclaré que mon absence prolongée et injustifiée méritait un renvoi. Ma mère fut terrifiée en entendant parler de renvoi, car dans son esprit cela signifiait l'exclusion définitive, la fin de toute possibilité d'études. Sans se soucier de la présence des autres, elle tomba soudain à genoux, suppliant mon professeur principal de revenir sur sa décision de renvoi. À ce moment-là, je vis ma mère, habituellement si forte et avisée, et s'humilier devant les autres, perdant toute dignité. Je compris que ce n'était pas parce qu'elle avait cessé d'être forte ou perspicace, mais parce qu'on avait saisi son point faible, et ce point faible, c'était moi. Une foule s'était rassemblée pour se moquer de moi, me montrant du doigt, disant que je l'avais bien mérité, que j'y étais un fils indigne, que je méritais la mort. La mère, voyant que le professeur principal restait impassible, courut à la voiture pour attraper quelques poulets vivants qu'elle fourra dans les mains du professeur. Ce sont des poulets élevés en liberté, ils sont délicieux, goûtez-les, retirez votre décision de renvoi, laissez-lui au moins son statut d'élève, même s'il doit s'asseoir en dehors de la classe pour suivre les cours, je vous promets qu'il sera sage. Sans doute parce que la corde n'était pas bien attachée, les poulets se libérèrent soudainement de leur entrave et se mirent à courir et voler dans tous les sens. De plus en plus de professeurs et d'élèves s'arrêtèrent pour assister au spectacle. Tous me broyaient de leur regard glacé et de leur attitude hautaine, défendant ainsi le couple qu'ils considéraient comme légitime. En fin de compte, le professeur principal, craignant que l'affaire ne prenne trop d'ampleur, accepta à contre-cœur la demande de ma mère. Je retournai dans cette salle de classe, celle qui m'avait infligé des blessures sans fin et que j'y avais voulu fuir des innombrables fois, mais je devais y retourner pour ma mère. J'y étais prêt à mourir dans cette classe et s'il le fallait. Sous le coup de la colère, je me précipitai sur l'estrade, balayai l'assistance du regard, puis m'inclinai profondément devant le professeur principal, les larmes coulant à flot. Désolé professeur, je vous ai causé des problèmes, désolé professeur, c'est de ma faute, désolé. Je continuais à m'incliner en hochant la tête tandis que mes larmes tombaient une à une sur le sol comme des gouttes de pluie. Je savais bien que ces larmes n'étaient pas seulement celles du remords et des regrets, mais surtout celles de l'amertume et de l'humiliation. Depuis lors, ma petite amie refusait toujours de rompre avec moi, pourtant elle évitait désormais toute interaction publique avec moi, me retenant d'une main tout en me fuyant de l'autre. Bien que j'y ai pu revenir en cours chaque jour pendant les classes, les lectures matinales et nocturnes, les études du soir, je ne pouvais que regarder impuissant ma petite amie étudier en parfaite harmonie avec sa voisine de table, riant et plaisantant ensemble. Les séances de lecture matinale et nocturne étaient particulièrement un cauchemar pour moi. Je les regardais tous les deux se réciter mutuellement leurs leçons. Une fois terminées, ils n'oubliaient pas de s'exclamer bruyamment: waouh, tu as déjà tout mémorisé, c'est si rapide. Pendant les études du soir, leurs discussions animées sur les exercices résonnaient fort. Chaque professeur de surveillance non seulement ne les interrompait pas, mais au contraire les encourageait vivement, louant à plusieurs reprises leur capacité à stimuler l'ambiance studieuse de la classe.
Ils devenaient de plus en plus inséparables, de plus en plus en phase, de plus en plus dépendants, et l'un de l'autre. Professeurs et camarades acceptaient de plus en plus cette harmonie, comme si le amour précoce pouvait être bon ou mauvais selon les personnes. Je supportais en silence et m'appliquant seul à mémoriser mes mots de vocabulaire, mes cours d'économie et de politique, mes poèmes et mes leçons d'histoire. Ma copine continuait à m'accompagner en promenade le week-end, me parlant beaucoup, apportant parfois des livres qu'elle disait vouloir me réciter avant de me demander de lui réciter à mon tour. Mais à chaque fois qu'elle récitait, elle finissait par parler de lui. À chaque conversation, elle revenait inévitablement à lui. Pas 3 phrases sans qu'elle ne mentionne son nom, pas 3 pas sans qu'elle n'évoque son souvenir. Elle ignorait sans doute que mon âme sensible n'était déjà qu'une plaie béante et que à cet instant elle ne faisait que y verser du sel à pleine main. J'y ai mal au cœur, mais je ne l'ai pas dit ni montré. Un air détaché comme si de rien n'était. Plus elle disait qu'il s'enthousiasmait, plus je restais impassible. De temps en temps je répondais: c'est super pour vous, je vous envie tellement, vous êtes tous si doués et n'oubliez pas de ne pas négliger vos études. Cette relation ambiguë a duré très longtemps et j'y étais presque sur le point de m'adapter à nouveau à cet état émotionnel. Elle a réalisé tardivement et une nuit elle m'a envoyé un message: comment en sommes-nous arrivés là? Je me suis plongé dans mes pensées, effectivement, comment en sommes-nous arrivés là? Elle a ajouté: peut-être que dans plusieurs années, en y repensant, nous le regretterons. À la vue des mots regret, une douleur aiguë m'a transpercé le cœur. Comme si nous avions tous deux deviné en silence la fin de cette histoire, mais aucun n'avait pris l'initiative de sauver la situation. Ces regrets-là ne sont-ils pas souvent créés de nos propres mains? À cette pensée je répondis: pendant les vacances du Dragon Boat, partons ensemble. Je fermai alors les yeux et revis nos souvenirs un à un. Au second semestre de la première année de lycée, nous sommes devenus camarades de classe en choisissant tous les deux la filière littéraire. Peu après la création de la classe de littéraire 25, elle s'est distinguée dès le premier examen, obtenant les meilleurs résultats, ce qui a attiré l'attention de tous les professeurs. La professeure des anglais a même cru un temps qu'elle ressemblait à sa propre fille et avec le temps elle a fini par la considérer comme telle. Elle, enseignante des anglais, était divorcée depuis de nombreuses années, sa fille unique ayant suivi son ex-mari pour s'installer en Angleterre. Elle n'avait pas revu sa fille depuis des années. Un jour, en analysant une rédaction en classe, elle fut prise d'émotion et se mit à parler de sa fille avec attendrissement. À ce moment-là, je compris qu'elle était une personne profondément seule. Éléonore était une fille d'une réserve extrême qui parlait toujours à voix basse et dont le rire discret ne dévoilait jamais ses dents, comme une fleur sur le point d'éclore. Le plus charmant, c'est que à chaque fois qu'on la regardait avec attention, elle rougissait instantanément comme une pomme mûre. Ce n'était pas de la timidité mais plutôt une réaction naturelle. Je m'amusais souvent à la taquiner pour la faire changer de couleur. Par une coïncidence frappante, ses traits de caractère correspondaient parfaitement à ceux de la fille de elle, enseignante des anglais. Ainsi, elle avait toujours été la préférée du professeur des anglais. Au début, nous n'avions pas beaucoup d'interactions et même après avoir été camarades de classe pendant plus d'un semestre, nous n'avions échangé que quelques mots en personne. Je l'avais simplement ajouté sur QQ via le groupe de classe et je me contentais parfois de liker ses publications sur son mur. Un jour, en voyant une vidéo de patinage sur son espace personnel, j'y ai commenté sans y penser: j'aimerais apprendre, tu peux m'initier. Qui aurait cru que ces 4 simples mots allaient entrelacer nos vies jusqu'alors parallèles? Très vite, ce fut elle qui me proposa d'aller faire du patin à glace. Plein d'une curiosité enthousiaste, je la suivis dans la patinoire. Je croyais que ce serait facile, mais j'y avais surestimé mes capacités. Mon caractère obstiné me fit chuter 80 fois ce jour-là. Plus tard, pendant une pause, je la regardais patiner avec grâce. Elle portait une longue robe blanche allant et venant sur le terrain avec aisance et naturelle, flottant doucement, ses longs cheveux ondulants au vent telle une fée céleste jouant sur des nuages propices dans le palais du ciel. Soudain me vint à l'esprit cette phrase: dans le calme, elle ressemble à une fleur délicate se mirant dans l'eau en mouvement, elle évoque un saule fragile caressé par la brise. C'était comme si ces mots la décrivaient parfaitement. Une sensation étrange et merveilleuse commença à germer dans mon cœur. C'est à ce moment précis qu'elle s'approcha de moi et tendit la main et m'invitant à faire un tour avec elle. Je me dégonflai, secouant la tête pour refuser. Elle sourit légèrement et plaisanta: et n'aie pas peur, je te protégerai. Qui aurait pu deviner que sous son apparence calme et réservée se cachait une âme si fascinante? Je ne pus plus refuser, je tendis la main et me levai lentement. Et si c'était moi qui me faisais des idées, c'était la première fois que je tenais la main d'une fille. En glissant, j'y étais particulièrement prudent de peur de tomber et de elle entraîner avec moi. Mais le pire arriva, quelqu'un en face dévalait vers nous à toute vitesse. En patinant à reculons, pris de panique, je perdis le contrôle de mes pieds et ma chaussure heurta violemment la sienne. De manière aussi théâtrale que incroyable, elle tomba pile sur moi. Je ne sais pas si 2 personnes qui tombent sur une patinoire finissent toujours dans cette position, mais à ce moment-là mon cœur ému s'est enflammé d'une passion dévorante. De près je voyais son visage et respirais le parfum de ses cheveux, son souffle aussi avait une senteur particulière. Assez était sans doute le cœur d'un jeune garçon. Son expression avait aussi changé subtilement, comme si cela ne la dérangeait pas du tout. Après avoir patiné, c'était l'heure du dîner et j'y ai demandé négligemment si elle voulait manger ensemble. Elle a accepté avec joie. C'était notre premier dîner en tête à tête. Nous étions tous les deux plutôt silencieux, mais nous nous sentions parfaitement à l'aise sans la moindre gêne ou malaise. Elle ne mangeait pas le jaune des œufs et m'a demandé si je le voulais. J'y ai acquiescé. Elle a piqué avec sa fourchette et me l'a tendu jusqu'à ma bouche. Je ne pus m'empêcher de sourire. Tu me nourris, c'est ça. Elle rit à son tour, son visage s'illuminant comme une fleur. Si tu le dis, alors c'est que c'est vrai. À partir de ce moment, je tombais irrémédiablement sous son charme. Après le dîner, je lui ai proposé d'aller nous promener dans le parc pour digérer et elle a accepté avec enthousiasme. La nuit, le parc était d'un calme absolu, bercé par une brise légère sous les lampadaires jaunes pâles. De longues silhouettes se sont naturellement pris la main. Le parc était si petit que nous en avons fait le tour encore et encore, comme si nous voulions avarement arracher quelque chose au destin. En rentrant, j'y avais très envie de lui déclarer mes sentiments. Mais je trouvais toujours cela trop brusque et le temps trop court. Tourmenté toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir.
De retour à l'école, nous reprîmes notre indifférence mutuelle et aucun camarade ne remarqua quoi que ce soit. Et personne n'aurait pu imaginer que deux personnes qui n'avaient habituellement aucun lien puissent partager un souvenir aussi bref que précieux. 2 semaines plus tard et n'en pouvant plus après mûre réflexion, je finis par lui envoyer un message. C'est toi qui aime a fait croire que l'amour n'a jamais besoin de temps pour se préparer. Il est né que la rencontre fortuite de deux âmes longtemps séparées. Avant notre première rencontre, nous nous étions déjà vus des innombrables fois. J'y ai attendu très longtemps. Le téléphone a enfin sonné, elle a répondu. Dans le flux torrentiel des milliards d'années. Notre brève existence s'évanouit en un instant. Et pourtant mes jours pourraient encore être à cause de toi. Long et adorable, c'est ainsi que nous sommes devenus un couple en silence comme si cela allait de soi. Le week-end nous allions au cinéma faire du bateau, préparer du thé et lire dans les librairies, écouter le vent et attendre la lune sur les digues, marcher sur les pierres et admirer les fleurs en montagne, poursuivre les nuages depuis les toits des gratte-ciel, jouer avec les poissons au bord des rivières calmes. Le bonheur du premier amour imprégnait notre vie ordinaire. Très vite notre histoire s'est répandue, je m'attendais naïvement à recevoir des félicitations, mais au lieu de cela j'y ai dû faire face aux attaques malveillantes de nombreux camarades de classe. C'était après un cours d'éducation physique, nous sommes allés manger ensemble à la cantine. Je lui ai chuchoté discrètement chérie tout à l'heure en jouant au ballon, c'est arrivé. Elle avait l'air perplexe, quoi donc? Je me suis gratté la tête et ai lâché cette phrase. J'y ai un trou à mon pantalon. Elle resta des abords bouche bée puis éclata de rire. Je la suppliai de se calmer en disant mangeons des abords, je ne veux pas que tu aies faim, je vais m'asseoir dans un coin aujourd'hui, c'est toi qui me sers. Comme à son habitude elle accepta avec joie. Et pourtant c'était une chose si insignifiante. Dans la classe cela a pourtant fait l'effet d'une bombe, tout le monde en parlait. Quel minable ce type, il laisse la fille faire la queue pour le repas pendant qu'il s'installe tranquillement à table. Vous savez quoi, ce mec de notre classe est vraiment un salaud, il harcèle Eleanor tous les jours, la force à faire ses devoirs et à laver sa gamelle. Et je vous le dis, on dit que ce garçon a grandi dans une famille monoparentale et qu'il a un caractère vraiment bizarre. J'y ai tout vérifié, le père de ce garçon n'est pas un type bien, il a abandonné sa famille très tôt et s'est refait une nouvelle vie ailleurs. J'y ai aussi entendu dire qu'au collège ce garçon avait déjà essayé de draguer une fille et qu'il avait tenté de vous savez avec elle a refusé, alors il a giflé, c'est pour ça qu'il a été transféré dans notre école. Les rumeurs aussi étranges que variées circulaient de bouche à oreille, chacune plus extravagante que l'autre. Je suis naturellement devenu la cible de toutes les critiques. Je me souviens encore très bien d'une fois où marchant avec Eleanor sur le chemin de l'école nous avons croisé quelques camarades. Sans la moindre retenue ils m'ont lancé des regards méprisants et ont dit d'un ton sarcastique: Eleanor, avec ta grâce de cygne, comment as-tu pu te retrouver avec un crapaud minable comme lui? Aujourd'hui, des années plus tard, cette phrase n'a rien perdu de sa puissance et me remplit encore d'un profond sentiment d'injustice. Les enseignants influencés par les rumeurs nourrissaient également des préjugés à mon égard. Mon orgueil inné me poussait à refuser de m'expliquer auprès de quiconque. Dès lors je me suis éloigné de la foule telle une fumée de cuisine se dissipant dans les nuages. C'est précisément à ce moment que mon rival est passé à l'action, commençant à apporter ouvertement son petit déjeuner à Eleanor et à la raccompagner sans gêne jusqu'à son dortoir. À la lumière du jour il lui a volé son amour. Eleanor n'était pas du genre à refuser les avances des autres. Les actions du rival amoureux s'intensifiaient, soutenues par les enseignants et les camarades de classe. Ainsi celui qui finit par veiller sur Eleanor comme son ombre, ce fut lui tout naturellement. En pensant à toutes ces choses et à la situation actuelle, les larmes me montaient aux yeux. La fête des bateaux dragons arriva rapidement. Nous avions convenu d'aller voir les courses de bateaux dragons au bord de la rivière et de nous retrouver au pavillon Wangjiang près du pont. Elle était arrivée bien en avance et je ne comprenais pas d'abord pourquoi elle était partie si tôt. Je n'ai compris qu'en arrivant que c'était en fait ce rival qui m'avait coiffé au poteau. En discutant avec Eleanor, il avait appris par hasard notre rendez-vous aujourd'hui et lui avait proposé: je peux venir aussi, vous faites vos trucs, je vous prendrai en photo. Eleanor était génétiquement incapable de refuser, elle accepta. Plus que ça, elle avait même promis à ce garçon de sortir plus tôt aujourd'hui pour aller prendre le petit déjeuner avec lui. À mon arrivée, ils étaient en pleine conversation, riant et plaisantant avec entrain, on aurait dit que c'était moi et l'intrus, le troisième larron. Je dois dire que ce jour-là fut vraiment pour moi un jour de honte insupportable, je les suivais derrière parce que j'y étais devenu le photographe. Elle était venue, Eleanor trouva un petit boulot, un emploi dans un magasin de thé au lait. De tous les calculs que j'y avais pu faire, jamais je n'aurais imaginé que ce magasin de thé au lait appartenait au beau-frère du professeur des anglais, c'est elle qui avait recommandé Eleanor pour ce poste et en même temps elle l'avait recommandé lui aussi. J'y ai aussi essayé de postuler et bien que j'y ai beau plaider ma cause et réciter par cœur mes répliques professionnelles préparées, je n'ai pas réussi à convaincre le géant. L'impuissance et l'amertume m'ont épuisé. Contraint et forcé, j'y ai dû me rabattre sur un second choix, devenir bénévole dans la maison de retraite à côté de leur boutique de thé. Le travail de bénévole n'était pas très chargé et comme il voyait que j'y étais encore étudiant, l'établissement ne m'a pas confié de tâches trop lourdes. Mon travail quotidien consistait à tenir compagnie aux grands-parents, à jouer aux échecs avec eux, à les faire rire et à écouter leurs confidences. Pour être honnête, cette expérience de bénévolat en maison de retraite a eu un impact profond sur moi. Elle m'a permis d'entendre de nombreuses histoires de vie à la fois authentiques et émouvantes et m'a fait comprendre à quel point la vie est faite de choix difficiles. Surtout, elle a forgé en moi un caractère résistant qui ne se soumet pas au destin et a éveillé en moi une quête et une réflexion sur la bonté humaine. Je pense que ma capacité à ressentir le bonheur si facilement par la suite vient en grande partie de cette expérience. En dehors du travail, j'y allais souvent leur rendre visite dans le salon de thé, les aider à faire le ménage. Pour être honnête et sans vouloir me rabaisser, je les envie un peu. Ensemble jour et nuit, partageant les joies et les peines. Les vacances d'été passèrent vite et nous entrâmes dans la stressante terminale. Le professeur principal et les autres enseignants ne purent rester inactifs plus longtemps, sentant que le moment critique était arrivé, ils se préparèrent comme pour affronter un ennemi redoutable prêt à intervenir.
La première à passer à l'action fut la professeure des anglais. Elle trouva ma petite amie et lui dit: alors tu es toujours avec lui? Je ne m'immisce pas dans votre relation, je ne la soutiens ni ne m'y oppose, mais je te parle franchement, au fond de moi je pense vraiment que tu mérites mieux et que tu pourrais choisir bien mieux. Tu le sais, ces 2 dernières années je t'ai toujours choisi comme délégué de classe, tu dois sentir à quel point je t'ai apprécié. Crois en toi. Je te le redis, concentre-toi sur tes études, le bac est primordial. Elle me rapporta ces mots plus tard mot pour mot et je les ai gravés dans ma mémoire. Par la suite les choses devinrent encore plus absurdes. Pour nous isoler davantage, le professeur principal alla jusqu'à lui faire quitter l'internat. Et elle a emménagé dans la maison de l'enseignant des anglais près de l'école qui la conduisait et la ramenait personnellement chaque jour. C'était un privilège que toute la classe lui enviait, la considérant comme une divinité de l'école protégée de manière si exagérée par tant de professeurs. Au 2e semestre, le professeur des histoires a commencé à agir. J'y avais toujours été plutôt bon en histoire et le professeur des histoires était l'un des enseignants les plus patients avec moi au quotidien. Il aima trouver et aima beaucoup parler, mais en parlant il n'osait jamais me regarder. Toi mon garçon, tu es très intelligent, je l'ai remarqué dès ma première année en tant que votre professeur. Ce n'est pas étonnant que Eleanor soit si folle de toi aujourd'hui. Je veux juste te parler de questions sentimentales. Cela fait 2 ans que tu es avec Eleanor, tu as donc une certaine expérience de l'amour. Alors selon toi, qu'est-ce que l'amour? Je restai interdit sans répondre. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a 20 ans, un jeune homme comme toi aimait profondément sa petite amie. Il se levait tôt chaque matin pour traverser plusieurs quartiers et lui acheter du lait de soja bien chaud. Il se battait avec des camarades masculins pour elle, travailler pendant les vacances pour économiser de l'argent et lui offrir des cadeaux pendant ses études universitaires. Il parcourait des milliers de kilomètres pour aller voir un film avec elle. Ces allers-retours interminables, Dieu seul sait à quel point ce chemin était à la fois solitaire et heureux. Ce dont je me souviens le plus, c'est une fois où il était sorti manger un encas nocturne avec des amis. Il avait goûté une soupe de taro délicieuse, si délicieuse qu'il avait voulu qu'elle y goûte avant qu'elle ne se couche. Il a conduit trop vite, a pris un virage et sa voiture a fini dans un fossé. Puis je me suis mis en colère, tellement en colère que j'en ai pleuré parce que le sirop s'était renversé. Les yeux légèrement rougis, le professeur des histoires était plongé dans le bonheur de ses souvenirs. Une autre fois, j'y avais acheté un bouquet de fleurs magnifiques, vraiment magnifique. Pressé de voir son expression surprise en les recevant, j'y ai encore conduit trop vite dans un virage serré. Le bouquet sur le siège passager a basculé brusquement à cause de l'inertie dans l'urgence. J'y ai tenté de le rattraper avec la main, les épinets m'ont blessé laissant plusieurs marques rouges vives. J'y étais toujours aussi en colère, tellement en colère que j'en ai pleuré parce que les fleurs étaient abîmées. Le professeur marqua une pause comme emplie d'une infinie mélancolie. Je veux dire que à chaque fois que je partais la voir, j'y mettais toute mon énergie sans la moindre hésitation, impatient, luttant contre la montre. À cette époque, je croyais vraiment qu'elle serait la femme de ma vie. Je lui ai consacré toute ma passion, j'y ai fait table rase de mon entourage, coupé toutes mes retraites, ne courant plus que vers elle. Plus tard, nous avons obtenu notre diplôme universitaire, assisté à la cérémonie de remise des diplômes l'un de l'autre. Tout le monde pensait que nous allions bientôt nous marier. Mais l'année suivant notre diplôme, elle a réussi le concours des entrées en master. Elle a abandonné sans hésitation. C'est cette année de relation, j'y avais le cœur brisé au point d'étouffer. J'y ai fait le pied de grue devant son dortoir pendant plus d'1 mois. J'y ai appris plus tard qu'elle avait séjourné chez une camarade de classe pour m'éviter. Ce mois-là fut sans doute le plus douloureux de ma vie. Je ne voyais plus aucun espoir tout en m'accrochant stupidement à un ultime espoir pour finalement sombrer dans la déception puis le désespoir. L'enseignant ajusta ses lunettes et essuya du doigt le coin de son œil. Hélène a finalement envoyé que 6 mots. Ces 6 mots constituent à ce jour notre dernière communication. Pardonne-moi, je dois m'envoler. En prononçant ces 6 mots, le professeur eut autant de mal que s'il avait tenté de recracher une arête de poisson coincée dans sa gorge. Une fois qu'elle a réussi son examen des entrées en master, elle m'a abandonné. Plus tard, j'y ai aussi passé ce concours, mais cela n'a eu aucun effet réparateur sur notre relation. Avec les années, en devenant enseignant, mari et père, j'y ai fini par comprendre le véritable sens de l'amour, c'est de laisser l'autre s'épanouir même si le prix à payer est la séparation. Protéger son intégrité, préserver son avenir. Après ces mots, l'enseignant baissa la tête en silence. Je compris enfin ces dernières paroles. Ce n'était pas étonnant qu'il m'ait demandé ce qu'était l'amour. Il s'agissait en réalité de savoir lâcher prise. Je pris ma décision et déclarai solennellement à l'enseignant: Monsieur, j'y ai compris, pour ne pas perturber ses études, je vais rompre avec elle cette semaine, une rupture nette et définitive sans aucun lien résiduel. Le professeur des histoires leva lentement les yeux, le regard brillant comme s'il venait d'apercevoir un feu d'artifice estival, son visage mêlant satisfaction et embarras. Après un long silence, il reprit enfin: Tu n'as toujours pas compris. Je restai interdit, le visage empreint de confusion. Alors qu'est-ce que c'est? Le professeur baissa de nouveau les yeux pour parler sans me regarder. Connais-tu la famille des Éléonore? Elle a 3 frères et 3 sœurs. Son père avait près de 60 ans quand elle est née. À l'origine, il l'avait donnée en adoption, mais elle a fini par retrouver sa famille. Cette fois-ci, la renvoyer lui a causé une profonde blessure. C'est pourquoi nous, ces professeurs, portons une attention particulière à elle. De retour chez elle, elle n'a pas reçu l'affection et les soins qu'elle méritait. Ses frères et sœurs estimaient qu'elle n'aurait pas dû revenir et ses parents la traitaient souvent de bouche inutile. C'est dans ce contexte familial toxique qu'elle a grandi, devenant une enfant extrêmement sage, travailleuse et obéissante. Peut-être par manque d'amour, et toi tu es un enfant qui déborde d'affection, nous le voyons tous. Ta présence a peut-être comblé ce vide affectif en elle. Elle s'est attachée à toi au point que dans son cœur tu es probablement devenu comme sa famille. Sa famille ne s'est guère occupée d'elle-même après sa 3e année de collège. Ses parents n'ont pas accepté qu'elle poursuive ses études. C'est en travaillant en secret pendant les vacances d'été qu'elle a économisé pour payer ses frais de scolarité et s'inscrire au lycée. 2 ans ont passé, elle est épuisée, terrifiée, elle a besoin d'une stabilité et un sentiment de sécurité. Et pendant ces 2 années, nous avons bien vu que tes sentiments pour elle étaient sincères. Pour être honnête, au début nous les professeurs avions quelques réserves à ton égard, mais aujourd'hui il est clair que tu es digne de confiance.
Profondément touché mais aussi rongé par la culpabilité envers mes professeurs, je n'ai pu m'empêcher de sangloter en silence. Le professeur me tapota à l'épaule avant de poursuivre. Une sécurité stable, sais-tu ce que c'est? Je demandai précipitamment qu'est-ce que c'est. C'est à l'université, c'est réussir le concours des entrées à l'université seule. Et l'université seule, un diplôme universitaire peut lui offrir une sécurité à vie, tout comme ma petite amie, elle est partie sans hésiter à la poursuite de sa propre sécurité. Je te dis tout cela pour t'expliquer qu'en tant qu'homme, nous ne devons jamais au nom de l'amour entraver la quête d'une fille pour sa sécurité à vie. C'est une question de toute une existence. Le ton du professeur devenait de plus en plus solennel et de plus en plus sincère. Mais j'y avais l'impression d'étouffer comme si des innombrables mains me serraient la gorge. Je demandai prudemment alors que dois-je faire exactement. Le professeur baissa la voix. Nous savons tous que Eleanor ne peut pas se passer de toi, c'est toujours elle qui refuse de rompre. Nous savons aussi que tu as pris la ferme décision de rompre avec elle, mais à quoi bon, cela ne fera qu'affecter de plus en plus ses études. Le seul moyen d'y remédier maintenant, c'est que tu quittes l'école sacrée numéro après une soirée entière de discours et de larmes. C'était en fait une manœuvre détournée pour me pousser à partir. Un froid glacial me parcourut jusqu'à me faire tressaillir, mes membres tremblaient sans pouvoir s'arrêter. Et ce que je n'ai pas besoin de sécurité affective, moi, et ce que je ne mérite pas d'aller à l'université, moi, et ce que je ne devrais pas avoir un avenir, moi. Pourquoi faut-il être aussi impitoyable? C'était mon professeur des histoires que je respectais le plus, lui si bienveillant et d'une élégance raffinée, et pourtant il a prononcé les paroles les plus blessantes qui soient. Voyant que je restais silencieux, il en a profité pour enfoncer le clou. Depuis 2 ans nous voyons à quel point tu l'aimes, nous te soutenons pleinement et nous espérons vivement que votre relation portera ses fruits. Fais-le pour votre avenir à tous les deux, tu sais ce sont souvent nous les hommes qui devons faire des sacrifices. Tous les professeurs m'ont parlé de toi en bien disant que tu es passionné, fidèle, courageux et responsable. C'est le moment de prouver à tous qu'ils ne se sont pas trompés. Si on analyse objectivement vos résultats scolaires à tous les deux, penses-tu qu'elle a plus de chances d'entrer à l'université que toi? Je ne répondis pas, il poursuivit toute la classe, c'est que Eleanor a des excellents résultats, elle est certainement destinée à une université prestigieuse et la direction de l'école a de grands espoirs pour elle. Si tu devais faire un choix rationnel, je suis sûr que tu choisirais qu'elle aille à l'université. Tu es quelqu'un de très responsable, nous le savons tous. Pensons à long terme, une fois qu'elle sera admise à l'université, sa famille ne la soutiendra certainement pas financièrement, ses frères et sœurs ont déjà leur propre famille à charge et leurs responsabilités sont lourdes. C'est à ce moment-là que toi, son petit ami, devra intervenir. Et l'amour, c'est l'altruisme, c'est le don de soi, c'est le sacrifice. Si tu quittes l'école, tu ne perturberas plus ses études, même si elle sera triste pendant un temps. Avec le soutien et les conseils de nous les professeurs et les camarades, nous sommes convaincus qu'elle pourra rapidement se replonger dans ses études. Et toi, en sacrifiant tes études pour travailler et lui payer ses frais de scolarité, en fin de compte, c'est une manière magnifique de préserver votre amour. Tu protèges son avenir, tu lui offres un abri contre la tempête à un niveau plus élevé, ton acte est héroïque et émouvant. Le professeur a encore dit beaucoup de choses par la suite, mais je n'arrivais plus à écouter, je ne m'en souviens plus, j'y étais plongé dans un choix difficile. À la fin de la conversation, j'y ai rassemblé mon courage et d'une voix faible, j'y ai demandé au professeur: si je quitte l'école, si je rentre chez moi, professeur, est-ce que je pourrais conserver mon droit de passer le gaokao? Le professeur fut ravi, comme si ma réaction tombait à pic pour lui. Il répondit à plusieurs reprises: bien sûr que c'est possible. Mais pendant ce temps, tu ne dois pas avoir de contact avec elle, nous nous occuperons de tout par la suite, nous lui dirons simplement que tu es parti travailler pour lui payer ses études, fais-moi confiance, je plaiderai en sa faveur et je veillerai sur elle pour toi. C'est ainsi que le lendemain je fis mes valises, je savais que ma mère serait la plus affectée, mais ma décision était prise et je n'avais pas l'intention de lui fournir des explications. Je n'avais pas le choix, avant de quitter l'école, je devais aller au bureau du professeur principal pour signer le protocole de sécurité hors campus. En approchant du bureau, j'y ai entendu de nombreux enseignants bavarder et rire bruyamment dans une atmosphère de franche célébration. Alors que je m'apprêtais à frapper à la porte, j'y ai reconnu une voix familière. C'était la voix de la professeure de politique, cette rare contralto superbe, comment aurais-je pu m'y tromper? On l'entend et s'exclamer avec joie: vraiment, on rentre vraiment, c'est parfait, la prime pour le taux des admissions dans les universités des élites est en vue. Une voix familière résonne à nouveau: ne t'inquiète pas, il m'a promis, cette fois il n'y aura pas de problème, il rentrera forcément. C'était le professeur des histoires, engourdi, le cœur glacé sans limite. Une autre voix s'élève: alors il va passer le gaokao. C'était le professeur des anglais avec un ton toujours aussi doux et monotone. Le professeur des histoires, qu'il participe, laissez-le participer, les résultats de cet élève sont plutôt corrects et en histoire ils sont même assez bons, mais là s'il n'était pas impliqué avec Eleanor, je serais vraiment réticent à le laisser partir. Le professeur de politique, arrêté avec ses résultats en politique, qu'il passe ou non le gaokao n'a aucune importance pour lui. Le professeur des histoires, ne soyez pas si dur, chaque personne a un potentiel infini. Professeur de politique, je te crois, chaque personne a un potentiel illimité, mais à condition que ce soit une personne. J'y étais furieux, que avais-je donc fait pour ne plus être considéré comme une personne? J'y avais envie de foncer dans la pièce pour leur dire leurs faits. Le professeur de mathématiques prit la parole, à ma grande surprise, il était là aussi en tant que directeur des études, ne devrait-il pas être dans son bureau? Il était venu ici pour célébrer lui aussi. Professeur de mathématiques, à vrai dire, depuis qu'ils sont ensemble, les notes d'Eleanor en maths ont dégringolé à 2 examens blancs, elle n'a obtenu qu'un peu plus de 100 points en réunion de département, je n'ai même pas osé en parler. Agir ainsi revient à sacrifier un pion pour sauver le roi, à couper un bras pour sauver sa vie. Le professeur de politique abandonnait la voiture pour protéger le général, couper le bras pour sauver sa vie. Je vous le dis tout net, si ce gamin réussit à entrer à l'université, vous pourrez me couper la tête et vous en servir comme tabouret puis comme ballon de football. Le professeur principal prit enfin la parole: assez parlé, c'est l'heure où il doit venir me faire signer. Le professeur de politique, qu'il vienne vite, le plus tôt sera le mieux.
Et s'ensuivit un long silence. Je suis resté dehors un moment pour éviter la gêne avant de frapper à la porte et d'y entrer. Tous les professeurs étaient là me regardant avec regret, ils m'ont adressé des vœux et des encouragements vides de sens. Mais pour moi ces paroles étaient une hypocrisie à en donner la nausée. Je suis parti précipitamment sans rester une seconde de plus. Mon lycée je l'ai quitté 2 ans et demi de jeunesse, mes 17 ans les plus beaux n'avaient plus rien à voir avec moi. À mon retour je me contentais de dire à ma mère d'un ton neutre je ne retournerai plus à l'école, puis me précipiter dans ma chambre pour fondre en larmes. Ma mère avait probablement entendu mes sanglots et deviné la raison de mon retour, elle ne me harcela pas de questions mais chaque jour qui suivit elle pleura en silence. Je savais qu'elle avait placé tous ses espoirs en moi maintenant que j'y avais abandonné à l'école, son cœur devait se tordre de douleur. Mais que pouvais-je faire d'autre? Jamais plus dans cette vie je ne pourrais laisser ma mère s'agenouiller pour implorer qui que ce soit. En période de préparation au Gaokao je passais presque tout mon temps dans ma chambre à part pour manger et me laver, je n'en sortais pratiquement jamais. Ma mère elle aussi sombrait chaque jour un peu plus dans le désespoir, ses cheveux blancs se multipliant à vue d'œil. Je n'éprouvais rien d'autre qu'une douloureuse compassion. Ma mère m'a dit qu'après mon abandon scolaire certains parents n'ont pas manqué de lancer des remarques acerbes affirmant qu'ils avaient toujours su que je ne ferais rien de bon. Ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas de problème à ne pas étudier mais qu'il fallait faire honneur à sa vie. Je n'ai jamais oublié ces mots, ils sont gravés dans ma mémoire. Alors que le Gaokao approchait j'y ai fait mes derniers pas dans mon école. Ces souvenirs douloureux, joyeux et tourmentés affluant dans mon esprit enfermé trop longtemps, ils s'échappent maintenant comme libérés, déferlant en masse, submergeant tout sur leur passage. Ce n'est qu'après le Gaokao que j'y ai découvert que ma petite amie était en couple avec son voisin de classe. Plus étrange encore, la veille du Gaokao elle a découvert que ce même voisin sortait simultanément avec une autre fille. Le cœur brisé je me suis saoulé seul le lendemain, j'y ai manqué à l'épreuve de chinois. Et son camarade de classe qui fréquentait 2 filles en même temps n'avait plus assez d'énergie pour étudier, ses résultats avaient considérablement baissé la veille du Gaokao et l'affaire de ce salaud avait éclaté au grand jour, ce qui elle avait distrait tout au long de l'examen, il n'avait pas eu assez de temps pour de nombreuses matières. Enfin le jour des résultats arriva. Midi, un moment aussi palpitant que de gratter un ticket de loterie. Je suis resté longtemps hésitant devant mon ordinateur sans oser cliquer. Enfin ma mère fit irruption dans la pièce rayonnante en criant de joie: mon fils, tu es admis, tu as dépassé la ligne de base pour à l'université AA. Je restai bouche bée perplexe. Pourquoi? Ma mère m'expliqua qu'elle avait vu que je n'osais pas ouvrir mes résultats, alors elle avait discrètement téléphoné à mon professeur principal pour obtenir mon numéro de candidat et avait vérifié à ma place. Tout en parlant elle se précipita vers moi, saisit mes mains et plongeant son regard dans le mien répéta: tu as réussi mon fils, tu as vraiment réussi. La voix de ma mère tremblait, des larmes de bonheur inondaient son visage. Je fermai lentement les yeux aussi, c'était enfin terminé. Je regardais ma mère encore plongée dans une joie sans fin. Ce moment fut le summum du bonheur dans ma vie. Hors série, pendant les mois où je suis resté enfermé dans ma chambre, j'y ai passé tout mon temps à réviser et à étudier en autodidacte. J'y avais une application de révision sur mon téléphone et je m'y suis exercé jour après jour. Ce diplôme de premier cycle n'était donc vraiment pas un cadeau tombé du ciel. Hors série de ma petite amie ayant manqué à l'épreuve de chinois et n'a obtenu qu'un score suffisant pour un diplôme de cycle court de première catégorie. Son nouveau petit ami n'ayant pas bien performé non plus a fini dans une école professionnelle. Il n'a non plus eu de contact par la suite. Hors série 3, après la terminale, mon ex-petite amie a tenté plusieurs fois de se remettre avec moi, je l'ai poliment refusé à chaque fois. Tout simplement parce que pendant mes jours les plus difficiles, au plus bas de ma vie, elle n'était pas là. Ce n'est qu'une semaine plus tard que ma mère m'a retrouvé en la voyant, j'y ai eu mal pour elle, elle devait être épuisée ces derniers jours, ses cheveux étaient emmêlés et gras, ses cernes profonds et sa voix rauque. Young Dong, plus tard sa sœur m'a envoyé un message: je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous mais elle t'aime vraiment. Elle s'est enfermée dans les toilettes pendant 3 jours pleurant sans arrêt, se blâmant et se reprochant tout. Je n'ai pas répondu. Épilogue 4. Le professeur de mathématiques était le directeur des études, il m'avait appelé un jour: tu nous as vraiment fait une belle surprise. Maintenant quand je fais des réunions de motivation pour les élèves de première année, je te cite en exemple, je leur dis d'aller vérifier qui était l'élève GU de la classe 25 de terminale et l'année dernière, de voir quel était son niveau en première et en deuxième année, ses résultats, et pourtant à la fin d'un seul élan il a réussi à intégrer une licence, une grande école. Oh là là, j'y avais auparavant certaines idées préconçues à ton sujet mais maintenant je vois que c'était mon jugement subjectif de professeur. Pour finir, je te laisse cette phrase: tant que le ciel et la terre ne sont pas fixés, et n'importe qui peut devenir un dark horse. Toi tu es sans aucun doute un dark horse, félicitations. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne croient pas aux actes des garçons et des filles. En se plaçant sur le piédestal de la moralité avec la maturité des esprits des adultes pour juger la rébellion des mineurs, ils trouvent cela inconcevable. Comme si tout le monde dans le monde devait vivre normalement, où tout se déroule de manière raisonnable dans le cadre de l'ordre qu'ils perçoivent, cela serait considéré comme normal. Beaucoup ont également remis en question cette logique, les notes, les professeurs, les camarades de classe. J'y ai plusieurs fois voulu modifier en coulisses pour adapter cette logique à ce que les autres pourraient accepter. Mais je n'y suis pas parvenu parce que c'est une histoire vraie et je préfère respecter les faits avant tout en respectant le lecteur, même si le protagoniste n'est pas moi, c'est bel et bien une histoire qui s'est réellement produite dans la réalité. Quant à savoir pourquoi cela s'est produit, pourquoi cela a pris cette tournure, pourquoi les choses ne se sont pas améliorées ou empirées, tout cela échappait à mon contrôle. Je me contente de décrire les faits. Je ne souhaite apporter aucune modification, la fiction a besoin de logique mais la réalité n'a nul besoin de boucler la boucle. Car dans la réalité de cette histoire, personne n'a rien modifié, pourtant le récit de chacun continue de se dérouler fidèlement et le monde réel tourne toujours normalement.
Parfois quand j'y pense il suffit de considérer que toutes les épreuves incroyables ne sont que des bugs de la vie. D'un autre côté je trouve cela plutôt bien parce que beaucoup de gens ne croient pas que de telles personnes professeurs et camarades puissent exister. Je suppose que c'est parce qu'ils vivent eux-mêmes dans un environnement plutôt idéal entouré de gens aux sentiments normaux. C'est comme demander à un poisson rouge vivant dans un bocal coloré et chaud et imaginer les vagues tumultueuses des Bermudes. Chacun est avare de sa propre tolérance, inutile d'exiger la compassion des autres. Chaque personne qui ne cesse de proférer des paroles blessantes en ligne finira inévitablement par vivre des moments où elle aura elle-même besoin de compassion, mais seule une minorité apprendra à respecter sincèrement les épreuves des autres et à les encourager à grandir. Et la plupart de la chaleur et de la beauté de la vie sont précisément entretenues et préservées par cette petite partie de personnes. Il est très facile d'être un agresseur irréfléchi et violent et n'importe qui peut lancer une insulte. Mais soutenir un inconnu avec une véritable bienveillance et patience, voilà ce qui est vraiment difficile. Fin.